Je suis docteur Guélon et c'est moi qui vais jouer le rôle de modérateur de la session. D'office, je vous souhaite la bienvenue dans cette session de webinaire qui est en fait la suite de ce que nous réalisons chaque vendredi. Et aujourd'hui, nous avons un orateur qui vous sera présenté dans les heures qui viennent et dans les minutes qui viennent, pardon. Et je me disais que peut-être nous pouvons capitaliser le temps en attendant que les autres collègues, les autres confrères, les autres participants nous rejoignent. On peut donc capitaliser ce temps en se lançant à un exercice de présentation des uns aux autres. Alors, sans plus tarder, je vais pouvoir accorder la parole à Monsieur, c'est Monsieur Zibare Wahabou. Monsieur Zibare Wahabou, vous pouvez vous présenter. Dites-nous votre nom, la position que vous occupez actuellement et à partir d'où vous nous suivez. À vous la parole, Monsieur Zibare Wahabou. Bonjour, Oui, bonjour. bonjour. Voilà, je suis Bonjour. du Burkina Faso. Je suis du Oui, Burkina monsieur, Faso. nous vous captons, vous pouvez poursuivre, merci. Ok, voilà. Je m'appelle Djibaré Ouahabou. Je suis du Burkina Faso. Je suis plus précisément dans une province qui n'est pas loin du Koudou qu'on appelle Réo, la province du Sangué. Je suis au Burkina Faso un magnéticien de formation, c'est-à-dire bon, l'équivalent de sage-femme. Et je vous suis depuis cette province. Merci s'il y a d'autres informations. Oui, monsieur, mais merci beaucoup, monsieur Zibari Wahabou, et bienvenue dans cette section webinaire. Nous passons à monsieur Dark Assoumani, monsieur ou madame Dark Assoumani. Vous avez la parole pour vous présenter, merci. Oui, bonjour à tous. C'est Dark Bonjour. Assoumani depuis la République démocratique du Congo. Euh, je suis analyste et assistant de laboratoire à la division provinciale de la santé du site Kivu, biologiste et de formation. Merci. Merci beaucoup, monsieur Dark Assoumani. Nous passons la parole à monsieur Fabrice Tatiana. Bonjour, c'est plutôt madame. Je suis docteur Tatiana Patrice Sabafega. Je suis médecin spécialiste en pneumologie. Je suis connectée depuis le Burkina Faso. Bon, je suis originaire du Cameroun, mais je suis connectée depuis le Burkina Faso. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, docteur Tatiana. Et bienvenue dans cette section webinaire. Nous allons accorder la parole à monsieur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Kanda, vous avez la parole. Alors, bonjour, moi c'est Jean-Baptiste Ekanda. Euh, je vous suis depuis la RDC. Je suis médecin de la République et expert en PCI. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste Kanda, pour votre présentation. À présent, nous allons accorder la parole à monsieur Djouma. Monsieur Djouma, est-ce que vous nous suivez? Oui, je vous suis entièrement. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Dioum Ntoumba Kaitan. Je vous suis depuis la République centrafricaine, le super hibou du projet, du projet ECHO en République centrafricaine. Ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bienvenue dans cette session webinaire. Nous allons accorder la parole à monsieur Mathias Moirabou pour se présenter. À vous la parole, monsieur Mathias. Bonjour à tous, je suis Monsieur Mathias Moirabou Bouchiri. Je suis manager de projet, spécialiste en santé communautaire, euh, expert en PCI et OSH, membre des SCPCI en République démocratique du Congo. Merci. Merci à vous, monsieur Marabou, et bienvenue. Nous allons accorder la parole à
à Monsieur Robert Makassi. Over to you, Monsieur Robert Makassi. Oui, bonjour, docteur Guerra. Moi, c'est Robert Macas, comme vous l'avez dit. Je vous suis à partir de la RDC. Je suis médecin à la prison centrale de Béni et expert en Bonjour. pesticide. Hein? Merci Oh, beaucoup, d'accord, Monsieur désolé. Robert Makassi. Merci. Merci, docteur. Nous allons passer la parole à Monsieur Fiston Bata. Monsieur Fiston Bata, si vous nous écoutez, over to you. Oui, bonjour, je suis M. Pistomba Tambouka, je suis médecin de formation, je suis secrétaire général de l'association pour des projets psychosociaux au niveau de Kinshasa. Merci beaucoup et bienvenue dans cette session webinaire. À présent, nous allons passer la parole à Monsieur Souleymane Parkouda. À vous la parole, Monsieur Souleymane Parkouda. Bonsoir à tous. Je suis Bonsoir. Souleymane Parkouda, en fonction du côté de l'Ambaréné au Gabon, responsable de laboratoire biologiste de formation. Merci beaucoup et bienvenue dans cette session webinaire. À présent, la parole est accordée à Dr Otomba Jissé. À vous la parole, docteur. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis Dr Otomba Jean-Claude, épidémiologiste de terrain de niveau avancé, analyste au bureau information sanitaire, communication et recherche en République démocratique du Congo dans la province du Chulu-Bangui. Merci. Merci beaucoup et bienvenue dans cette session webinaire. La parole est maintenant accordée je ne sais pas si c'est le nom, mais c'est écrit Julva de Joyce Men. À vous la parole si vous nous entendez pour vous présenter. Monsieur ou madame qui a joint la session webinaire de ce jour au nom de Julva de Joyce Men, à vous la parole pour vous présenter si vous nous entendez. Et au cas où vous ne nous entendez pas, nous allons accorder la parole à Jean-Trésor Kabombo pour se présenter. Monsieur Jean-Trésor Kabombo, à vous la parole. Alors, peut-être un souci de connexion. Madame Bernice Caneza, si vous nous entendez, vous pouvez vous présenter. Bonjour, mon nom c'est Kaneza Bernice, je suis médecin de formation. Actuellement, je suis burundaise et je travaille au Burundi. Merci. Merci beaucoup et bienvenue. Et merci de nous joindre à partir du Burundi. D'accord. Nous passons la parole à Monsieur Abdou Aziz Dabak pour se présenter. Monsieur Abdou Aziz Dabak, si vous nous suivez, vous pouvez vous présenter. À vous le micro. Oui, bonjour. Alors, oui, allez-y, Oui, merci. Bonjour. Allez-y. bonjour. Bon, c'est Abdelaziz de Bartholé, je suis originaire du Sénégal et je suis ingénieur en biologie médicale. Merci beaucoup et bienvenue dans cette session webinaire. La parole est accordée à Monsieur Arsène Mourebois. Over to you. Oui, merci pour la parole. J'espère que vous me suivez. Oui, oui, 5 sur 5. Merci. Moi, c'est Dr Arsène Mourebois. Je suis médecin de formation. Actuellement, je travaille au Kenya comme médecin traitant, mais je suis de la République démocratique du Congo et je fais un master en santé publique. Merci. Merci beaucoup et bienvenue dans cette session webinaire. Nous allons à présent accorder la parole à Laurent Arouka pour se présenter brièvement et de nous dire à partir d'où vous nous suivez dans cette réunion webinaire. Monsieur Laurent Aouka, à vous la parole. Alors, si Monsieur Laurent Aouka n'est pas
disponible pour la présentation, nous accordons la parole à Madame Sylvie Mapenzi. Over to you, Madame. Bonjour, c'est Laurent Oka. Oui, Vous allez-y, me Monsieur suivez? Laurent Aouka, vous la parole. Oui, nous vous suivons. Allez-y. Oui, moi c'est docteur Laurent Oka. Je suis épidémiologiste, consultant GPI, OMS. Je suis actuellement de la province de l'Équateur. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur Laurent Aouka. À présent, c'est la parole est accordée à Madame Sylvie Mapenzi. Madame Sylvie Mapenzi, si elle n'est pas prête, nous allons passer à Madame Fatima Ouone. Si Madame Fatima Ouone n'est pas aussi prête, est-ce que nous pouvons passer à Monsieur Constant Gislain? Alors oui, bonjour à tous, je suis docteur Ndoumé Constant Gislain, je suis membre du comité technique national de prévention et contrôle de l'infection en Côte d'Ivoire. Je suis également responsable de la lutte contre les infections nosocomiales au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Merci. Merci beaucoup et bienvenue à cette session webinaire. Nous allons accorder la parole à Monsieur Horace Akakpo. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms. Dans votre présentation, vous pouvez peut-être me corriger. Merci à vous la parole, Monsieur Horace. Merci à toute la communauté. Bonjour à tous. Je suis Akakpo Horace, médecin suivi évaluation à la direction régionale du Tonkpi. Le Tonkpi, c'est la région à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, aux confins de la Guinée et du Libéria. Merci beaucoup. Je suis content d'être là. Merci beaucoup et bienvenue dans cette session webinaire. Qui d'autre ne s'est pas encore présenté? Monsieur Jean-Roger Mbadou, si vous nous suivez, vous pouvez vous présenter aussi. Monsieur Jean-Roger Mbadou, si vous nous suivez, vous pouvez vous présenter. Au cas où vous n'êtes pas prêt, nous pouvons accorder la parole à Monsieur Sidi Omar Boena pour se présenter à toute l'audience. À vous la parole, Monsieur Sidi Omar Boena. Si Monsieur Sidi Omar Boena n'est pas disponible, nous avons Higgins Bachigé. Monsieur Higgins Bachigé, vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour. C'est Dr Iges Bachigé. Je suis spécialiste en médecine du travail. Je travaille à la Caisse nationale de sécurité sociale de la RDC. Merci. Je suis actuellement à Kinshasa. Oui, merci beaucoup, Dr Higgins Bachigé, pour votre présentation. Chère audience de ce jour, je vois que le temps est en train de passer. On est déjà à 14h25 minutes. Avant peut-être d'accorder la parole à notre orateur du jour, j'aimerais d'abord faire un check de son micro. Docteur Valérie Chilombo, si vous nous captez, vous pouvez juste vous manifester. Comme ça, on check si votre voix est audible pour poursuivre avec la suite de notre session d'aujourd'hui. Merci. J'espère que je suis bien audible. Bonjour à tous et bienvenue. Merci bien, docteur Gaylord. Voilà, merci beaucoup. C'était vraiment audible de 5 sur 5 de mon côté. Alors, pour les collègues qui vont venir au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, et pour ceux qui ne se sont pas présentés, peut-être ils auront l'opportunité de le faire dans les chat box ou pendant la session de questions-réponses qui va intervenir à la fin de la présentation. Alors, nous pouvons débuter notre session de ce jour par une brève présentation de l'orateur du jour. Je vais donc essayer de partager sa brève biographie. Alors, j'aimerais bien m'assurer que tout le monde peut voir l'écran que je viens de partager. Confirmez-moi si vous pouvez voir l'écran qui a été partagé. Oui, c'est bien Pardon? lisible, merci. Oui, merci beaucoup. Alors, notre orateur du jour, Monsieur Valérie Chilombo Kazadi, va nous parler
aujourd'hui va nous nourrir scientifiquement sur les catégories des équipements de protection individuelle, de prévention et contrôle des infections. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Dr Valérie Chilombo Zadi a reçu son certificat d'études primaires en 1983 et le diplôme d'État en 1989 à l'école primaire et IMARA, mais également à l'Institut IMARA respectivement, et ceci à Lubumbashi. Il a donc fréquenté la faculté de médecine de l'Université de Lubumbashi de 1991 à 1993, de la première à la deuxième année. Puis il a continué à la faculté de l'Université à la faculté de médecine de l'Université de Mbujimayi en 2003. Et il a obtenu son diplôme de chirurgie, de docteur en médecine, chirurgie et accouchement en 2003. Il a en outre un master en prévention et contrôle des infections à Stellenbosch University. Cette université qu'il a fréquentée entre 2013 et 2018. Alors, docteur Valérie Chilombo Kazadi a eu après la période post-universitaire, a occupé beaucoup de postes en termes de son expérience professionnelle. Nous devons signaler que de 25 août jusqu'à aujourd'hui, il fait le volontariat en soutien PCI WASH au Brooklyn Chest Hospital et au TBDP Mare Hospital. C'est à Cape Town, en Afrique du Sud, où il réside présentement et à partir d'où il va nous faire la présentation d'aujourd'hui. Il a donc été plusieurs fois consultant PCI WASH dans les organisations. Tout récemment, avant de retourner en Afrique du Sud, il a été au Burundi avec Africa CDC dans la riposte Mpox. Après, il a aussi été avec MSF à Boudjala. Il a encore une fois été avec MSF Belgique en Irak pour la même qualité de consultant PCI WASH, sans pour autant oublier qu'il a exercé la même fonction à Kayelicha District Hospital en Afrique du Sud. En tant que consultant PCI WASH, il a travaillé au sein de l'Organisation mondiale de la santé et il a aidé le pays Ghana à rédiger le cadre national PCI WASH. Il a fait partie de l'équipe d'intervention COVID-19 dans les provinces Gauteng, Mpumalanga et Limpopo, toujours au sein de l'OMS en Afrique du Sud, dans le cadre du programme commun OMS-UNICEF de suivi de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et de l'hygiène dans les établissements de santé. Il a également joué un rôle dans la riposte Ebola à Butembo en tant que team lead PCI au sein de l'OMS. Il a donc occupé bien de fonctions qu'on ne saura pas peut-être tout étaler ici. Au-delà de son expérience professionnelle, il a quand même aussi la qualité de formateur en PCI WASH, la qualité qu'il exerce à l'école de santé publique de l'Université de Kinshasa depuis juillet 2022 jusqu'à ce jour. Il a aidé le pays à former beaucoup d'experts en PCI WASH. Il est également le chargé de cours et formateur en PCI WASH à la faculté de médecine de l'Université de Mbujimayi depuis 2004, au mois de juillet. Il est formateur et ici à l'ECPCI. Il est aussi membre depuis 2023. Au-delà de ses différentes qualifications et de son expérience professionnelle, le docteur Valérie Chilombo a plusieurs publications qui sont là, que vous pouvez voir, vous pouvez chercher en ligne si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre des sujets qu'il a eu à publier. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un monsieur qui est dévoué, un monsieur qui est passionné de la PCI WASH, un expert avéré en PCI WASH pour nous partager aujourd'hui de la matière. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais donc devoir laisser la plage à Dr Valérie Chilombo pour nous faire sa présentation. Dr Valérie, vous pouvez partager votre écran
et nous faire voyager à travers vos slides. Merci beaucoup. Et merci à toute l'audience pour l'attention qui sera accordée à cette session d'aujourd'hui. Merci. Merci bien, docteur Gelor Banyawa. C'est une véritable grâce de vous avoir comme modérateur aujourd'hui, vos multiples occupations étant difficiles à pouvoir étaler ici. Je vous remercie justement d'avoir accepté de pouvoir aussi nous accompagner en ce jour. Bonjour et bon après-midi, ou dépendant de là où vous nous suivez. Eh bien, nous allons essayer de parler des équipements de protection individuelle et de la prévention et contrôle des infections. Pourquoi est-ce que on peut avoir un sujet qui semble aussi vague? Eh bien, parce que nous venons de One Health. De One Health, où nous avons été, nous avons parlé de plusieurs domaines qui se mettaient ensemble afin de pouvoir assurer une seule santé, afin de pouvoir assurer la santé unique. Et ceci est très important pour nous de comprendre que, eh bien, puisque nous avons affaire au travail, au boulot, nous avons affaire à des travailleurs qui doivent être protégés, eh bien, nous devons essayer de pouvoir nous positionner. Parce que désormais, la santé ne sera pas vue tout simplement dans l'angle où nous avons la médecine humaine, nous avons la médecine vétérinaire, nous avons la médecine environnementale, j'allais dire tout ce qui a trait la santé environnementale, pas la médecine, la santé environnementale, la santé animale, la santé ici humaine, et on ajoute tout ce qu'on a comme domaine associé à tout cela. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir nous y prendre pour la présentation de ce jour? Eh bien, euh, on va parler euh, sur ce plan-là des objectifs, des mesures de contrôle des risques, des dangers, la définition et base d'utilisation des équipements de protection individuelle, base de classification des équipements individuels. C'est ici très important pour nous de pouvoir regarder cela. Nous allons avoir une feuille qui va être partagée et qui a été tirée d'un site assez intéressant qui nous présente beaucoup de choses, de façon à ce que nous puissions comprendre, et en dernier là, que la prévention et le contrôle des infections n'est pas tombée du ciel comme ça. On dit, elle prend ses racines dans des sciences telles que l'épidémiologie, dans la sûreté et la qualité des soins, mais également, nous voyons ici, dans la médecine du travail, et même, on dirait beaucoup mieux, plutôt que de parler de médecine du travail, on parlerait de la santé et de la sécurité au travail. Santé et sécurité au travail. C'est ainsi que nous ne tirons pas les équipements de protection individuelle tout simplement au départ comme si ça avait trait à la science des soins de santé ou à la santé tout simplement en termes de médecine, en termes de médecine vétérinaire, mais dans l'ensemble de la sécurité et de la santé au travail. C'est très important ici parce que quand nous allons faire les commandes, comment est-ce que nous allons les faire plus tard? Donc ici, c'est une session introductive qui nous permettra en ce moment-là, plus tard, de pouvoir avoir un vétérinaire qui se prépare. Parce qu'on a dû apprendre tous ici que, eh bien, un vétérinaire peut acquérir une maladie d'un animal. Comment est-ce qu'il se protège lui-même? Donc, il y aura des sessions qui viendront ou une session qui nous parlera de ces équipements de protection individuelle chez le vétérinaire. On a maintenant là Ebola en train d'évoluer dans quelques provinces, j'allais dire une province de la RDC, dans quelques aires de santé ou zones de santé. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de la santé animale? Comment est-ce que nous nous protégeons pour ceux-là qui vont aller vers la forêt là? Donc, c'est des éléments que nous allons essayer de voir avec le vétérinaire. Mais plus loin, les défis d'approvisionnement, les stocks sont constitués comment? Est-ce que les EPI sont seulement, on y pense tout simplement pour ceux-là qui font la médecine, les infirmiers, les médecins, les techniciens de laboratoire, mais les autres professions, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, il faut avoir une base de départ, et c'est cette base-là qui va nous permettre, ici donc les objectifs, renforcer les connaissances des professionnels de santé en matière des EPI, situer les EPI dans la sécurité et dans la santé au travail, et puis montrer la place de ces pays dans One Health. Je crois que déjà, on a introduit cela grandement. Eh bien, nous partirons de la hiérarchie des contrôles. Contrôle de quoi? Quand on a affaire à des risques, quand on a affaire à des dangers, eh bien, on dit que la hiérarchie ou la hiérarchie de contrôle nous présente justement un tout petit peu comment l'échelle que nous avons des mesures de contrôle, qui est tout à fait une méthode graduelle qui vise à éliminer ou à réduire les dangers au travail. On dit graduel.
Et vous voyez, sur cette échelle, on a placé de la plus efficace vers la moins efficace. Et ceci est très important. Et le choix des mesures que nous allons prendre ici va pouvoir tenir compte également de la faisabilité de ce que nous voulons faire au premier niveau. Qu'est-ce que nous allons faire? La meilleure, la plus efficace. Éliminons le danger, éliminons le risque. Eh bien, avant de passer à la deuxième et d'aller jusqu'au bas de cette pyramide ici, parce qu'on peut prendre un danger plus grave au deuxième, la substitution, et remplacé par un danger qui puisse être moins grave, qui puisse être probablement, ou un risque qui puisse être moins nocif, un risque qui puisse être moins nocif. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre. Et plus loin, on va aller mettre les mesures d'ingénierie. Et on va voir tout ce que nous avons, les ingénieurs, la technologie nous donne pour pouvoir nous protéger. Et enfin, les mesures administratives, ou du moins, avant-dernière, les mesures administratives, telles qu'on dit, bon, eh bien, nous avons Ebola aujourd'hui et que nous avons dit nous devons garder la distanciation au-delà d'un mètre. Dans d'autres pays, on a mis 1,5 mètres, de façon à ce que quand j'allonge ma main, je ne touche pas mon voisin, qu'une dame qui vient allaitante ou enceinte ne puisse pas toucher sa voisine. Qu'est-ce que nous allons faire par rapport aux mesures administratives? Nous changeons. Nous disons, OK, les femmes enceintes peuvent arriver, par exemple, mardi, de façon à ce que la salle d'attente puisse être dégagée. On peut se dire, par exemple, que mercredi, nous allons recevoir telle catégorie de gens, ou on se dit, oui, chaque jour, mais de telle heure à telle heure, c'est telle catégorie. On donne des rendez-vous qui sont séquencés. C'est des mesures administratives. Vous voyez, elles sont moins efficaces par rapport à éliminer complètement le risque, par exemple. Et puis, le tout dernier, c'est EPI. EPI, comme vous voyez, cette pyramide inversée, on le souligne encore une fois, est-ce que vous pouvez la maintenir quand vous la prenez avec la base d'élimination qui est large et avec le sommet qui a équipement de protection individuelle? Est-ce que cette pyramide peut-elle être stable si elle repose sur EPI, sur les équipements de protection individuelle communément appelés EPI? Est-ce qu'elle va avoir une stabilité? Non, elle ne peut pas avoir une stabilité du fait que c'est le sommet. Et le sommet n'est pas large pour pouvoir porter comparativement donc à la base qui retient élimination des déchets. Donc, le moins efficace, c'est les EPI. Ça fait que quand nous avons comme Ebola qui vient d'arriver, la première préoccupation ne devrait pas être je ne veux où se trouve mon équipement de protection individuelle et si je n'ai pas de protection d'équipement de protection individuelle, je ne vais pas travailler. Oui, parce que ça, c'est plus mortel, mais ce n'est pas l'équipement de protection individuelle qui devait être justement la préoccupation du personnel de santé. Donc, dans le choix des mesures pour que nous puissions nous protéger, dans le choix de la hiérarchie des mesures pour que nous puissions éloigner le risque, pour que nous puissions diminuer le risque, parce que risque zéro n'existant pas, nous devons essayer d'aller du plus efficace au moins efficace. Parce que si nous basons le tout sur les EPI, nous allons perdre la bataille. Et ceci est très important. Donc, cette hiérarchie de contrôle est très importante que nous puissions la connaître. On revient constamment là-dessus, de façon à ce que dans tout ce que nous faisons, nous puissions tous savoir qu'il ne faudrait pas se baser sur les EPI parce que ce n'est qu'une toute petite partie et justement, elle représente la moins efficace de toutes les mesures qu'il faudrait prendre, alors qu'on en a de plus efficaces et de meilleures par rapport à elles-mêmes. Donc, comment est-ce que nous allons définir les équipements de protection individuelle? Un équipement de protection individuelle, justement, est un dispositif ou un moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou même plusieurs risques. Et ces risques peuvent menacer sa sécurité ou sa santé au travail. Quelles sont les bases d'utilisation des équipements de protection individuelle? Un EPI, il y en a plusieurs, hein. Les principes qu'on va donner, c'est des principes généraux. C'est très important. Un EPI doit être approprié aux risques à prévenir. Il doit être adapté aux travailleurs. Ça veut dire, par exemple, la taille. Est-ce que c'est sa taille? Est-ce que cela équivaut, par exemple, à son poids, à sa force? Parce qu'on peut pouvoir donner un équipement de protection qui pèse lourdement sur la personne et qui est encombrant, difficile à pouvoir manipuler. Est-il justement compatible avec le travail à effectuer? C'est là que tout le jeu va pouvoir se jouer, hein, dans les minutes qui viennent. Alors, c'est très important que nous puissions, lorsque nous faisons, quelles sont les bases que nous allons justement nous-mêmes utiliser, les principes que nous allons mettre en jeu. Eh bien, le choix et l'état des EPI. C'est très important. Ça doit être adapté au risque. On vérifie avant usage. Quand c'est affecté ou quand c'est altéré, il faudra qu'on puisse en faire un remplacement.
le port correct de ces EPI est très important. Parce que quand on porte mal, on risquerait de pouvoir s'exposer. Et particulièrement pour le cas d'Ebola où nous sommes là, il faudra que ça puisse être bien ajusté. C'est ainsi qu'on a une deuxième personne qui nous assiste pour vérifier si nous sommes bien habillés. On fait en binôme pour que nous puissions mettre et enlever justement ces EPI quand on n'a pas un miroir devant nous pour pouvoir essayer de se regarder et contrôler un certain nombre de choses. Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui nous appuie, qui nous soutient. Respecter les instructions d'utilisation. J'y reviendrai un peu plus tard parce que c'est aussi très important de savoir est-ce qu'on peut superposer les équipements de protection individuelle. On a vu à un moment donné des gens porter 3, 4 masques chirurgicaux pour pouvoir lutter contre ou prévenir la COVID-19. On a vu ce genre de choses. Eh bien, savoir aussi qu'on fait l'hygiène des mains avant et après, avant le port et après le retrait, c'est très important parce qu'on ne va pas aller contaminer des épis. À ce moment-là, on va pouvoir s'exposer, soi-même exposer aussi des collègues à certaines infections, mais également faire l'hygiène des mains après avoir manipulé. Il faudra faire l'hygiène des mains pour débarrasser justement ces mains qui passent partout, avec lesquelles nous recevons et les nouveau-nés et même avec lesquels nous allons jusqu'à enterrer. Donc, de la naissance jusqu'au décès, les mains sont les plus utilisées donc de toutes nos parties du corps dans la manipulation de telle ou telle autre chose. D'ailleurs, manipulation, on a manus, la main qui représente la main là-dedans. Eh bien, c'est important que nous puissions essayer d'entretenir notre stock, entretenir les équipements de protection individuelle, mais également le stockage. Car il y en a qui sont réutilisables, il faut les réutiliser. Ceux qui sont nettoyables doivent être nettoyés en fonction des instructions qui sont données par le fabricant. Et il faudrait éviter que nous puissions rentrer avec ces équipements de protection individuelle à domicile. Parce qu'on peut prendre non seulement des polluants, on ramène à domicile, des bactéries, des virus, on les ramène à domicile. Donc, il est très important que nous sachions. Vous allez voir, et c'est ça le problème, c'est que quand on est dans des ressources assez limitées, on vient avec justement son uniforme, on va pouvoir l'utiliser sans équipement de protection individuelle, ou on vient, on met son équipement de protection individuelle, à la sortie, on s'en va avec. Il y en a de plusieurs sortes, on a vu, et même maintenant où je suis en train de parler, certains peuvent s'imaginer que dans leur pays où ils sont, ils ont finalement vu des conducteurs de moto-taxi porter les équipements de les blouses à usage unique que nous avons, aussi neuves qu'elles peuvent être ou même de réemploi, on les voit les porter durant la saison des pluies pour se protéger contre la pluie. Je crois que ce dont je parle, chacun peut se l'imaginer, il l'a vu dans son pays, il l'a vu là où il y a des conducteurs de taxi-moto, il y en a qui portent ces équipements de protection individuelle qui initialement étaient justement en distribution par rapport à Covid ou en distribution par rapport à Ebola. On en a vu même porter des Tyvek, je vais montrer un exemple de Tyvek, durant la capture des mipanzis, les sauterelles migrantes ou migrantes, oui. Et on a vu des gens les porter avec le reflet de ces équipements-là, le reflet de lumière. Les sauterelles viennent et ils viennent dans les environs. On a vu au cours d'Ebola, après Ebola, on a vu des gens porter ces équipements de protection individuelle. Et pourtant, qui coûtent très cher et qui ne seraient indiqués que pour une utilisation précise. Donc, c'est des choses, on en a vu porter, ils portent le Tyvek, je vais montrer une image de Tyvek. On a vu des gens utiliser ça dans les champs pour pouvoir cultiver. Il est habillé de Tyvek et ça, il est en train de cultiver avec un Tyvek. Mais est-ce que c'était indiqué pour ça? Donc, c'est très important pour nous de pouvoir respecter un certain nombre de normes. Et quatrièmement, c'est très important qu'on puisse signaler. Signaler quoi? Quand un équipement de protection individuelle a des défauts, il faut écrire et envoyer au fabricant pour qu'il sache qu'il y a tel défaut qu'on a trouvé. On vous renvoie à l'employeur pour qu'il sache aussi que ça peut être de mauvaise qualité ou ce qu'on a envoyé était déjà affecté de façon qu'on puisse regarder dans la chaîne d'approvisionnement. Comment est-ce qu'on peut corriger telle ou telle autre chose qui permettrait de pouvoir améliorer la sûreté et la sécurité justement des travailleurs en milieu donc d'emploi. Il faudra former les gens, non seulement les former au port, mais également au retrait des équipements de protection individuelle avant justement leur première utilisation. Et si nécessaire, renouveler donc cette formation. C'est important. Donc vous voyez que ceci entre dans le cadre général de la sûreté ou de la mieux dire, de la santé donc au travail. Ceci est très important. Donc de la santé au travail, nous avons besoin de ce genre de travail. Et ceci est très important. Alors, je m'excuse.
Classification. Quelles sont les bases de classification? Les bases de classification sont très variées. Ceci, je l'ai tiré in extenso pour que nous puissions ensemble, mais je n'ai pas voulu faire une quelconque modification parce que le document original sera bientôt là exposé pour que chacun d'entre nous voit l'importance que dans nos pays, nous puissions avoir tous ceux-là qui sont en charge de l'approvisionnement, tous ceux-là qui sont en charge des travailleurs, ça veut dire l'employeur et tout ce qu'il y a comme syndicat, tout ce qui peuvent être impliqués dans la santé de la sécurité au travail, qu'ils puissent bien savoir quand ils réquisitionnent, ils, quand ils font des bons de commande, pourquoi est-ce qu'ils font des bons de commande, qu'est-ce qu'ils commandent, est-ce que cela a été patenté, aussi certifié, utilisable, cela est très important. Donc ici, par exemple, on va regarder les critères suivant lesquels on peut faire cette classification des équipements de protection individuelle. Ça va dépendre des risques auxquels on expose ou la personne, ou des risques potentiels auxquels le travailleur peut être exposé, mais également la résistance, les qualités même de ces équipements de protection individuelle. Dans la catégorie 1, on nous dit ici, on a des EPI ici, donc que l'on peut présupposer, donc que l'utilisateur lui-même peut juger de l'efficacité contre les risques mineurs. Ici, on parle des risques mineurs. C'est très important. Et ici, par exemple, on nous dit ce que nous avons, que nous pouvons utiliser, qui sont reconnus donc qu'on n'a pas de grand danger par rapport à ça. Les EPI que nous utilisons pour nos travaux ménagers ou contre les intempéries. Vous entendez ici, je parle des équipements de protection individuelle. Je n'ai pas spécifié que cela est essentiellement pour le domaine médical, c'est dans le travail en général. Donc, je place tout ce que nous allons utiliser en médecine, tout ce que nous allons utiliser en agronomie, ou mieux dire, ce qu'on va utiliser aussi en médecine vétérinaire, ça serait des choses qui sont basées sur les principes généraux des équipements de protection individuelle. Un imperméable, par exemple. Voyez-vous? Donc, c'est nous-mêmes qui décidons. Donc, de tels équipements de protection individuelle sont largement insignifiants sur le plan de la sécurité, de la protection, de la santé sur le lieu de travail. Ça, c'est la première catégorie. Et la personne, donc, qui met en service tous ces équipements, donc le fabricant, doit pouvoir attester aussi. Il doit attester, on dit, leur conformité par rapport aux normes en vigueur. Alors, quelles sont les normes en vigueur? Je dis bien, il peut y avoir une procédure d'examen ici qui n'est pas requise, hein. Donc, vous savez, quand on parle d'examen, on va soumettre à des tests assez particuliers. Quand vous voulez utiliser votre imperméable, est-ce qu'on va prendre cet imperméable et le soumettre à un test particulier? Quand les imperméables entrent même en Afrique du Sud, est-ce qu'on va pouvoir soumettre ça à un test assez particulier, c'est des imperméables, pour regarder un peu quels sont les risques ou ceci, cela. Généralement, ce n'est pas requis. Et ici, quand on parle de ce classement CE, hein, c'est une certification ici, par exemple, par rapport à l'Europe, hein, par rapport à l'Europe. Et on va voir ça, ça va venir un peu plus loin. Vous voyez que c'est un domaine de spécialité. Il y a des gens qui sont dans les approvisionnements qui doivent regarder ces choses. Nous, quand nous sommes les derniers utilisateurs, eh bien, nous regardons généralement tout ceci. Deuxième catégorie. Cette catégorie comprend des équipements de protection individuelle qui ne peuvent ni être classés dans la catégorie 1 ni dans la catégorie 2. Et on nous demande, par exemple, les protecteurs de l'ouïe, les chaussures de sécurité, les casques de protection pour l'industrie. Alors, chers collègues, je spécifie que si quelqu'un est du domaine médical, il se retrouve, par exemple, dans les mines et il devra aller travailler dans un environnement pareil. Rappelez-vous qu'en plus de ce qu'il utilise pour sa propre protection en termes du domaine médical, il y a des choses qui vont se rajouter. Donc, c'est pour dire que nous devons avoir un tout petit peu, nous qui travaillons avec les gens, nous sommes responsables de la santé et nous sommes censés également connaître qu'il y a d'autres types d'équipements que nous pouvons utiliser en plus de cela. Et on parle par exemple des casques pour la protection, pour l'ouïe. Les gens qui travaillent à l'aéroport avec tout ce qu'on a comme des avions avec des bruits hypersoniques, on a justement des casques qu'on doit mettre parce que les bruits là sont nocifs. Mais du point de vue de la santé du patient, on protège. Mais on sait très bien que nous devons entrer dans l'enceinte là-bas, nous devons évacuer un patient qui se trouve par exemple sur cet aéronef, et on sait très bien qu'autour de nous, on a des bruits qui sont nocifs. Eh bien, ce type d'équipement, nous les mettons également aussi pour essayer de pouvoir nous mettre en sécurité. Donc, je fais comprendre ici la réalité du fait que nous ne sommes pas dans un monde isolé. La notion de One Health est venue nous rappeler que dans le domaine de la santé, nous avons besoin de cette collaboration et besoin aussi de nous équiper à bien d'autres. Alors, on nous dit ici que les procédures d'examen de type
par le laboratoire, donc d'essais accrédités et certifiés, sont prescrits pour que nous puissions être sûrs qu'ils sont conformes. Et maintenant, avec la grande RDC, dimension continentale que nous avons là-bas, avons-nous en dehors, peut-être probablement, de l'OCC, et peut-être que l'OCC n'a pas tout ça pour pouvoir faire ces évaluations. Eh bien, quand on fait le classement ici, on va pouvoir avoir un nombre qui est sur le lot et là-bas, vous avez CE qui précède et il y a XY qui vient et XY vont être les deux derniers chiffres de l'année où a eu lieu la procédure d'examen de ce type. Pour montrer que ça a été, c'est passé par le contrôle, ça a été certifié. Je rappelle à ceux-là qui ont déjà suivi antérieurement ou ceux-là qui n'ont pas encore suivi, juste pour leur donner l'information, que au niveau de l'Afrique du Sud, pour ce qui est de tout pour ce qui concerne tout matériel, tout ce qui a trait à la santé, il y a SAFRA. SAFRA, donc SAPHA, s'occupe justement de pouvoir accepter que tout ce qui entre ici et qui a trait à la santé puisse être contrôlé. Et on va pouvoir vérifier. C'est ainsi qu'on peut bloquer jusqu'au vaccin et ils ne peuvent pas entrer tant qu'ils n'ont pas été certifiés parce que l'État a l'obligation de protéger ses propres citoyens. C'est une matière de sécurité. La santé est une matière de sécurité. Donc c'est très important. La catégorie 3, ici, nous trouvons les EPI dont le rôle est de protéger contre les dangers mortels, les dangers graves ou irréversibles pour la santé et pour lesquels on peut supposer que l'utilisateur ne connaît pas les effets immédiats des dangers. Les appareils de protection des voies respiratoires, les vêtements de protection contre les incendies, les dispositifs anti-chute. Donc, je crois que vous vous rendez compte que ceci est très important à notre niveau, que nous sachions cette classification et que nous sachions d'où ça vient. On peut avoir ces indications qui sont notées justement sur un EPI qui nous est envoyé ou son emballage. Comment est-ce que nous allons nous y référer? On a seulement voulu donner cette base pour que nous comprenions que nous nous retrouvons dans le domaine général des EPI et que nous ne puissions pas nous limiter seulement à ceux qui ont trait au domaine de notre santé, où nous sommes à l'hôpital, dans notre santé, où nous sommes dans notre laboratoire, mais il y en a aussi d'autres qui ont des normes générales et qui nous permettent de pouvoir nous ramener tous à ces normes générales. Alors, tout de suite là, on va faire un petit commentaire sur cette catégorie 3. Cette catégorie 3, vous voyez donc la classification telle qu'elle nous est donnée, Z, Z, C, E, X, Y. Rappelez-vous que C, E, X, Y a déjà été défini et maintenant on a Z, Z, on dit Z, donc numéro d'identification de l'organe de contrôle et de certification. Avons-nous un organe de contrôle? Et vous rappelez encore que X, Y, c'est le dernier chiffre de l'année où a eu lieu la procédure d'examen type. Donc, les EPI doivent toujours comporter des indications spécifiques. Lorsque nous les avons et qu'on nous a amenés, quelles sont les indications spécifiques sur les EPI? Le nom ou le logo du fabricant, la désignation du type. Par exemple, quand vous regardez si c'est le Tyvek Dupont que nous avons là-bas, on a écrit Protective Clothing. Donc, c'est des vêtements de protection. Et on nous dit, on met aussi la dimension. Quelle est la dimension? C'est XL, c'est XXL, c'est S. Ça veut dire, quand on dit, on va aller doucement, S, ça signifie small, S de small, L de large, M de medium, XL, c'est extra large, XXL, extra, extra large. Donc, on a encore plus grand que ça. Triple X, donc vous avez 3XL, c'est plus large encore. Nous avons la date de fabrication, le pays de fabrication, le numéro de la norme européenne applicable. Ici, je vous ai fait voir ici la désignation CE, mais alors que vous pouvez avoir pour l'Afrique du Sud, avec tout ce que nous avons même plus haut, vous avez les ISO qui sont mis pour dire la classification ou bien les normes internationales, dépendant donc de ce que l'on a. Alors, on va aller sur le Tyvek que vous voyez tout de suite ici, que nous avons toujours reçu ceci, nous déchirons et nous portons, mais regardons, on a écrit catégorie 3, Protection Level. Vous voyez, ceci est écrit. Et là, à ce niveau-là, je ne sais pas si je peux mettre mon curseur. Je vais essayer de voir si je peux mettre mon curseur et indiquer ce dont je parle. Permettez-moi de retrouver le bâton pour pouvoir montrer. Spotlight. Je vais voir.
Bon. Est-ce que vous voyez mon curseur, docteur Banyawa? Oui, exactement. J'ai vu le curseur à un moment, mais après ça a disparu. Je le vois, je le vois, Oui, nous je le le vois. voyons. C'est sous forme d'un doigt. Voilà. Vous voyez, on vous montre même ici. Ceci, ça veut dire quoi quand on voit ça? Vous Le n'y danger reviendra. biologique. Ça c'est très important. Donc, chaque icône que nous avons ici a une signification. Et ici, quand vous regardez là-bas, c'est comme du liquide, n'est-ce pas? Et on nous montre, c'est des choses assez intéressantes pour que nous puissions savoir que chacune des indications, chacun des logos ici ou des icônes, chacune des icônes nous montre ce qu'il y a à faire. Et chacun pourrait l'interpréter en fonction de sa base de formation. Mais comme la base de formation devrait être universelle, ainsi, nous invitons chacun à aller lire ce qui est prévu, ce qui se trouve là-dessus. Lire la notice qui vient. Cet équipement de protection vient avec une longue notice en plusieurs langues. Et ceci est très important pour nous. Alors, je vais aller très vite pour essayer de pouvoir chuter. Quand nous regardons par exemple cette catégorie, la classification que nous avons ici, le classement des EPI, et en fonction de la protection, on nous dit la classe 1, la classe 2, la classe 3, et on nous dit ici c'est risque mineur, classe 1, classe 2 spécifique un tout petit peu, et on a donné des protecteurs auditifs, les protecteurs oculaires, les chaussures, les bottes, les visières, les gants, les casques. Eh bien, 3, on dit risque mortel et on nous montre la certification. Ici, on a besoin d'examen. Ici, c'est l'auto-certification, donc l'individu qui utilise. Ici, on a l'examen quand même qui est là, du type qui doit aller avec le type d'équipement de protection individuelle. Et ici même, c'est de façon plus avancée que nous devons avoir un datasheet même, donc une feuille de données où on nous montre que c'est efficace à ceci et à cela. Ça, c'est assez intéressant. Chacun d'entre nous est prié de pouvoir aussi exploiter ce genre d'éléments. Quand on est dans une organisation, qu'on puisse se mettre tous ensemble et se mettre au diapason de la formation et être sûr que ceux-là qui font les approvisionnements tiennent compte quand même de ces éléments et sont en contact au niveau national, au niveau continental ou régional, ou même à des niveaux plus élevés internationalement pour pouvoir essayer de se protéger et protéger les leurs en ayant des informations précises, en vérifiant ce qu'il faille vérifier. Voilà un peu ce que je peux rajouter à ça. Allons plus loin. Vous voyez, par exemple, pour ce type d'équipement de protection individuelle, on nous parle de filtres respiratoires. Dans chaque pays, vous pouvez avoir aussi, en fonction des produits contre lesquels on doit être protégé, des couleurs. Et ces couleurs nous transmettent des messages. On vous dit, par exemple, le blanc, ça représente quoi? Et on nous dit ici le filtre de type P. Et on va pouvoir dire ici les particules, les aérosols, les poussières, les fumées, le brouillard. Le brun va dire quoi? On a des gaz et des vapeurs qui ont des composés, quels composés organiques. Et on dit la température d'ébullition, hein, de ce côté-là, on nous la passe. Le brun A, AX et puis A. Et ici, on dit des vapeurs de composés organiques de la même façon. Le gris représente quoi? Vapeur inorganique, le chlore, l'hydrogène sulfuré, l'acide nitrique. Le jaune, dioxyde de soufre, et puis acide chlorhydrique, anhydre sulfureux. Et le vert, on va avoir l'ammoniac. Regardez ceux qui travaillent dans les industries. Non seulement ceux qui travaillent dans les industries, nous-mêmes, du point de vue de la santé, quand nous devons avancer vers des gens que nous devons aider dans une entreprise, dans la médecine où nous nous retrouvons, qu'est-ce que nous pouvons acheter comme type d'équipement de protection individuelle afin de permettre à ce que ceux-là qui vont les utiliser puissent être protégés? Il ne faut pas faire des dépenses pour les dépenses, mais il faut faire les dépenses en fonction de l'efficience. Et l'efficience, on a une bonne efficacité, un coût moindre pour ne pas faire porter trop de poids à l'entreprise. Un exemple, par exemple, ici on a maintenant des masques antiparticules. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça nous dit le FFP1 que nous avons, le FFP2 que nous avons, le FFP3 que nous avons. Et on nous montre les différentes particules contre lesquelles on pourrait utiliser cela. Parce qu'on connaît qu'en fonction, quand on dit N95, ça, je n'ai mis que les filtres européens. Rappelez-vous, les désignations FFP1, FFP2, c'est Europe. Alors que N95, ça c'est les Américains,
Alors que KN95 ou KN95, ça, c'est le type chinois. Je rappelle tout simplement pour ceux-là qui utilisent les masques que ces dénominations que vous voyez ici, c'est le type européen, mais quand on va chez les Américains, on va avoir une autre classification. Quand est-ce que les Africains, les Congolais, les uns les autres auront aussi leur système d'évaluation de ce qu'ils fabriquent et ils mettent aussi leurs normes. C'est des éléments sur lesquels il faudra réfléchir avec d'autres types de scientifiques. Donc, cela étant, quels sont les défis auxquels nous faisons face par rapport à ceci? Je vais revenir sur une autre page de laquelle j'ai tiré ceci, je vais la projeter tout à l'heure. Quels sont les défis que nous avons finalement? Eh bien, nous avons les défis par rapport à ces équipements de protection individuelle en quantité, en qualité, mais également pour les autres spécifications. Je venais de dire tout à l'heure, toutes ces commandes, ça c'est normé. C'est des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus en collaboration avec des équipes multidisciplinaires dans lesquelles on a eu des professionnels de santé. Les difficultés d'approvisionnement, n'en parlons pas. Les difficultés de formation des usagers, formés sans matériel. Pourquoi et quoi alors? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Pourquoi alors le faire? Parce qu'on forme les gens et puis le matériel là, ils les ont vus tout simplement comme on les a présentés ici. Est-ce qu'on peut les rendre disponibles pour que les gens puissent toucher, voir de quoi il en retourne? Avant de porter ce taille-bec que vous voyez là, c'est pas facile de pouvoir le porter et l'enlever, hein. Il faut être formé. On peut faire des erreurs qui comprennent des risques. Ceux-là qui ont constamment utilisé ou régulièrement utilisé ces choses peuvent en ce moment former ceux-là qui n'ont pas encore utilisé. Sinon, on va faire de n'importe quoi et on apprend sur le tas. Il y a des problèmes d'hypersensibilité, allergie, notamment par exemple aux gants. Ça, c'est des choses qui sont connues. Une fausse assurance ou une fausse sûreté en portant les EPI. Quelqu'un, il peut porter l'EPI ou l'EPI, il le porte comme il l'entend, il pense qu'il est sécurisé. Non, il faut respecter les normes. C'est ainsi que les gens portent les gants pour n'importe quoi. Ils portent les gants, ils pensent qu'ils sont couverts et protégés. Non, il faut former les gens, il faut connaître la connaissance. Je disais, nous avons l'habitude de dire dans nos formations que, voilà, les gens qui se contaminent le plus sont les ignorants, évidemment, quand quelqu'un ne connaît pas. Deuxièmement, les personnes têtues. Et troisièmement, les personnes négligentes. Ce sont les personnes les plus contaminées quand il s'agit, par exemple, même d'Ebola. Ignorantes, têtues, et la dernière catégorie, les personnes négligentes. Alors, cela étant, en conclusion, est-ce que cette session vous aura été utile de ce pas? Quelle direction allez-vous prendre? Parce que vous avez été informé probablement des choses que vous n'aviez pas connues avant ou vous les connaissez, mais maintenant, vous avez, avec votre contribution de spécialistes ici, vous pouvez nous aider dans le débat aussi pour essayer d'enrichir, pour que nous puissions nous tirer d'affaire. Comment allez-vous utiliser ce qui a été partagé aujourd'hui pour relever les défis que vous rencontrez? Je pense que nous pouvons marquer la pause ici par rapport à la présentation et nous dire, avec votre autorisation, docteur Gelor, qu'on va projeter un petit rien pour dire, voilà, d'où nous avons tiré un certain nombre d'éléments et ceci peut nous permettre de pouvoir balayer un certain nombre de choses. Permettez-moi très rapidement, je vais placer ce document PDF sur lequel Allez-y, cher je docteur Valérie, allez-y, sentez-vous à l'aise. vais le projeter et ceci peut nous permettre de pouvoir faire de la bonne gymnastique. Alors, j'espère qu'il vient. Je vais vous le mettre tout de suite. Voilà. L'équipement de protection individuelle. Il est à vous maintenant. On va le partager. Voilà. Il est là. Je vais essayer de l'agrandir pour que nous puissions le parcourir ensemble. Voilà. On va essayer de parcourir. Vous retrouvez vite tout de suite l'image là. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est les tableaux. Les tableaux, je vais aller sur les tableaux. Les vérifications périodiques, on en a parlé. Il faut vérifier ces choses-là périodiquement. La classification, si vous l'avez eue, comme vous l'avez déjà eu, je suis intéressé par une autre qui vient en bas. On va partager le lien et vous pouvez aller prendre et regarder la chose. Voilà.
quand on a les techniciens de surface, en dehors, techniciens de surface qui s'occupent de la cour, ils doivent couper, tronçonner, ils doivent débroussailler. Qu'est-ce que nous préparons pour eux? Hein? C'est des éléments que nous devons prendre en considération parce que souvent nous regardons les équipements de protection individuelle seulement pour nous qui travaillons avec les malades directement, mais pour les autres qui sont avec nous. Alors, je vais partager celui-ci. Voilà, ça c'était les polluants. Alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est les chaussures. Regardez les normes ISO, en ISO pour les chaussures. Ce qu'on doit choisir. Eh bien, on va jusqu'à regarder la pression et la chaleur hein, que peut supporter une chaussure. Je vais aller à l'entête ici au-dessus. Ça m'a beaucoup plu. Les chaussures sur base des normes de sécurité, exigences de base, embout de sécurité résistant, 200 joules comme énergie, chaleur qui doit être supportée. Donc, c'est des éléments très importants. On dit isolation thermique, isolation au froid. Parce que nous portons des chaussures de froid, quand il fait froid, ça nous pénètre sérieusement comme professionnels de santé. Est-ce que ces chaussures-là, on va jusqu'à ce niveau-là? Difficile. Hein? Vous voyez, même les bottes que nous utilisons, très important. Donc, j'aimerais poser par là et dire, ça c'est très important pour nous. On va au décibel, le bruissement de vent de forêt, un bureau calme, un restaurant tranquille. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser? Merci donc pour votre attention. Nous avons voulu éveiller l'attention de l'un ou de l'autre sur ces éléments très importants en matière de santé et nous sommes disponibles pour quelques échanges d'enrichissement. À vous. Puis, merci beaucoup, docteur Valérie Chilombo, pour cette présentation informative. Pour beaucoup de choses, en tout cas, et elle a été aussi pertinente et vraiment claire. Merci encore une fois de nous avoir rappelé les principes généraux et les rôles importants que jouent les différents équipements de protection individuelle quant à ce qui concerne la prévention et contrôle des infections. Oui, je sais que dans l'audience, il y a certaines questions. Sans plus tarder, on va peut-être commencer par Dr. Iges Bashige, qui a une question pour son intervention, qui peut être soit une question, soit une suggestion ou bien un éclaircissement. Merci beaucoup, Dr. Iges Bashige, à vous la parole. Merci pour la parole. Je voulais juste commenter quelque chose. Dire aux collègues que dans le cadre de la protection individuelle, donc, il y a la protection primaire, secondaire et tertiaire. Et dans la protection primaire, c'est là où on a la protection individuelle. Là où on utilise les EPI. Mais on favorise beaucoup plus la protection collective. Docteur Valérie en a fait allusion, mais il n'a pas précisé qu'il parlait de la protection collective. Par exemple, dans le cas de la lutte contre le virus Ebola, normalement, à part la protection individuelle des agents de santé, il y a l'information qu'on doit donner à la population. Que faire pour se protéger du virus? Ça, c'est une protection collective. Parce qu'il faut aussi éviter que, non seulement que la maladie continue à se propager. C'est un peu ça. C'est tout ce que j'ai Merci voulu beaucoup. donner comme information. Merci Merci. beaucoup pour cet ajout important. Je ne sais pas, docteur Valérie, si vous avez un petit commentaire ou si vous pouvez revenir un peu sur le sujet aussi, nous donner ce que vous possédez. Je suis, je, En je suis attendant très heureux qu'on trouve une autre personne pour une question. Oui, allez-y, Je docteur suis très Valérie. heureux qu'il l'ait mentionné, et même plus loin, en parlant de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et je crois que c'est un sujet que nous pouvons aborder par rapport à la médecine, à la santé et à la sécurité au travail. Parce que c'est très important lorsque nous allons plus loin, quand on a échoué, par exemple, de pouvoir prévenir, dégager, éliminer déjà dès le départ un risque. Quand on essaie de l'éliminer, il faut savoir qu'on va essayer de l'éliminer non seulement pour l'individu, mais aussi pour la collectivité, donc la communauté. Mais plus loin, lorsque nous allons aux équipements de protection individuelle, notamment que nous utilisons
dans une partie de la prévention donc secondaire. Tous ces éléments, c'est très important pour nous. On n'a pas réussi à pouvoir dégager. L'information et la formation, et ce dont il parle, est une obligation non seulement pour l'employé, mais également pour la communauté dans laquelle l'employé est. Cette communauté peut être la communauté professionnelle, elle peut être aussi la communauté résidentielle, la communauté au sens large, plus loin. Donc, merci beaucoup, chers collègues, pour ces informations. C'est très pertinent. Merci beaucoup. Oui, merci, docteur Valérie. Alors, nous avons la main levée de monsieur Jean-Pierre, docteur Jean-Pierre Kazadi Kikoudi. Si vous avez toujours une question, une suggestion, alors l'espace est à vous. Merci beaucoup pour la parole, cher modérateur, et mes félicitations à l'auteur Valérie pour sa présentation. Et j'ai une question qui sera un point d'éclaircissement. Lorsque le docteur Valérie était en train d'expliquer la pyramide renversée, il a posé la question si cette pyramide pouvait être stable. Alors, je n'ai pas bien compris comment il a expliqué euh, le fait que les EPI soient au dernier niveau, rendant la pyramide instable, et comment cela est important dans la structure de contrôle. S'il peut, une fois de plus, vous donner quelques éléments afin de rendre la compréhension effective et aussi la pyramide stable. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie. À vous directement la parole. Merci beaucoup pour la parole accordée. J'aimerais dire que cette pyramide que nous voyons a un sommet et ce sommet se retrouve en bas. Si cette pyramide doit se reposer, donc dans les contrôles, si sa base doit être ou elle doit se reposer sur les équipements de protection individuelle, nous forçons la manœuvre et cela nous expose à beaucoup de risques parce qu'elle ne saura pas se reposer sur les EPI. Donc, tel que vous la voyez là. Donc, nous devons la renverser, la retourner pour qu'elle commence à s'asseoir. Quand nous commençons à installer les mesures de contrôle, commençons par l'élimination, passons par la substitution, et puis par les mesures d'ingénierie, les mesures administratives, ou terminer par les EPI. Il ne faudrait pas mettre en priorité les EPI. Parce que quand vous mettez en priorité les EPI sont la moins efficace de toutes les mesures de contrôle ici. Commencez par les plus efficaces quand nous faisons l'installation. Donc, si cette pyramide doit être stable, il faudra la renverser, la retourner, qu'elle s'assied sur sa base, la meilleure, qui est l'élimination, qui est la plus efficace de toutes ces mesures de contrôle, de toutes ces mesures de contrôle. Voilà ce dont je voulais parler en termes de stabilité et d'instabilité. Si on se repose et toute notre action de prévention repose sur les EPI, nous sommes perdants. Il faudra commencer par le plus efficace, donc ça veut dire on retourne cette pyramide, qu'elle commence par s'asseoir sur sa bonne base qui est en bleu. Je ne sais pas si j'ai été complet par rapport à cela. Peut-être quelqu'un aussi pourrait m'aider à pouvoir rendre cela plus potable. Oui, plutôt on va poser la question à docteur Jean-Pierre Kazadi Kikoudi si la réponse qu'il a reçue le satisfait. Je vois la Justement, réaction je suis très satisfait vraiment. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup, docteur Jean-Pierre Kazadi. Je crois que la présentation a quand même été très limpide. Je ne vois pas d'autres questions dans la salle. Je ne vois pas de mains levées. Je ne vois pas non plus de questions posées dans les chat box. Bon. Je ne sais pas. Oui, oui, je ne sais pas si quelqu'un. Oui, je vois la main levée de docteur Horace Akakpo. À vous la Oui, parole, s'il vous plaît. merci. Allez-y avec l'intervention. Merci beaucoup. Merci. Je tiens vraiment à remercier l'intervenant, le professeur. Merci à tous. Merci pour cette session. Je tenais vraiment à demander, dans votre expérience, avec votre expérience, dans tout ce que vous avez vu, qu'est-ce qui empêche nos agents, qu'est-ce qui nous empêche
généralement à porter correctement les EPI dans les centres de santé. Parce que vous en avez parlé, mais je vous assure, sur combien d'années, 20 ans bientôt d'expérience, c'est pas facile de faire inculquer l'habitude de porter correctement les EPI. Autrement, ils viennent avec des habits de ville et tout. Qu'est-ce qui les inspire à ne pas s'habiller, à porter correctement les EPI? Et puis, comment est-ce que, prenons un hôpital, puisque demain encore, je vais mener l'activité, comment emmener les gens dans un hôpital à porter correctement le pays? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Je veux partager, je veux juste que quelqu'un m'aide à réaliser quelque chose. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour la question. Docteur Valérie, vous pouvez réagir à chaud. Ah, merci bien. Donc, par rapport au fait que les gens, d'abord, la formation est insuffisante et le manque d'équipement de protection individuelle même. Les gens en entendent parler, ils n'ont jamais expérimenté. Quand quelqu'un a expérimenté quelque chose, son assurance monte et là, il a une certaine sûreté augmentée du fait qu'il a été formé, il connaît comment est-ce qu'on utilise cela. Mais alors, on ne forme pas qu'une seule fois. Disons tout de suite que changer les habitudes, on doit pouvoir utiliser la stratégie multimodale. Et cette stratégie multimodale ne va pas seulement tenir d'un seul mode, d'une seule modalité de formation, il faut en combiner. Au minimum, donc, il faudrait en ajouter justement, en dehors de tous ces enseignements qu'on est en train de donner, on en ajoute aussi d'autres. C'est ainsi que vous avez des rappels, des visuels, par exemple, qui peuvent être posés comme des affiches qui vont rappeler aux gens. Vous pouvez avoir justement mettre quelqu'un qui accompagne en sens de mentorat. Régulièrement, quand vous avez choisi quelqu'un qui est là-bas comme étant un point focal, ça veut dire, par exemple, il est, il est point focal PCI et vous avez aussi des champions PCI qui sont autour. Ces champions PCI vont commencer à rappeler aux collègues. Et c'est des stratégies que l'on met pour que le changement d'habitude puisse arriver et que ce changement puisse rester pérenne. Donc, on ne va pas seulement faire l'enseignement magistral. L'enseignement, une seule modalité ne va pas fonctionner. C'est comme pour l'hygiène des mains. L'hygiène des mains aujourd'hui est appuyée par le changement de l'environnement que nous avons. On va pouvoir installer des stations d'hygiène des mains. On va mettre des rappels visuels pour ça. On va pouvoir former et on va pouvoir aussi organiser justement, par exemple, commencer à primer régulièrement ceux qui font tout celui-là qui porte bien les épis. Quel est le pavillon où les équipements de protection individuelle sont bien portés, on respecte ceci régulièrement portés selon les normes, vous primez les gens là. Ce genre de récompense permettrait à ce qu'il y ait une émulation et que les autres puissent s'habituer. Donc, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en jeu et qui peuvent être exploitées en fonction des réalités que l'on a dans la société, de façon à amener les uns les autres à porter. Je vais me résumer. Formation et information, cela doit être au début et répétitif, répété au besoin. Et on va mettre également d'autres modalités qui pourront permettre à ce que les uns et les autres puissent être stimulés à pouvoir porter et enlever les équipements de protection individuelle comme il se doit. C'est de la même façon pour l'hygiène des mains. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons même une fiche d'observance de l'hygiène des mains, catégorie par catégorie. Quelle est la catégorie qui porte le moins bien? Quelle est la catégorie qui porte meilleurement? Les gens sont primés, les autres, on se focalise sur eux pour essayer d'augmenter leur performance. C'est un peu long comme réponse, mais cela peut évidemment nous aider. J'ai vu aussi une question, docteur, j'en profite dans l'immédiat, qui dit, bon, vous avez parlé de doubler les équipements, de superposer les équipements. Alors, j'ai dit qu'il y a des équipements que l'on peut superposer dans des circonstances assez particulières ou précises, et on est autorisé de faire ça. Par exemple, au bloc opératoire, nous avons le double port des gants. Ceci est très important pour nous parce qu'au bloc opératoire, et vous le voyez, vous pouvez en avoir même qui sont déchirés, vous ne le savez pas, mais la réalité des faits, c'est que vous allez voir, à un moment donné, le chirurgien a tellement transpiré et avec ce malaise qui vient l'obliger d'enlever la paire de gants pour remettre une autre. Pour ce qui est du bloc chirurgical, pour ce qui est, pardon, du bloc opératoire et pendant les interventions chirurgicales, le port ou le doublement donc des gants est très indiqué. Et vous n'allez pas les voir tous qui vont doubler les gants, hein. Vous allez en avoir un, celui qui travaille dans le champ, il porte parce que deux fois même une aiguille peut prendre, mais quand elle va prendre, elle va pouvoir beaucoup plus blesser le gant qui est superficiel et celui qui est en bas peut être protégé. Ça dépend des types de gants que l'on a. Donc, mais on a aussi des risques qui sont exagérés parce qu'on a vu des gens. Je vous ai donné un exemple. Nous mettons deux, trois masques
chirurgicaux, pensant qu'on augmente le niveau de protection. Est-ce que n'est-il pas mieux de mettre un masque ou un respirateur N95 ou N FFP2, FFP3, de façon à ce qu'on sait très bien que la capacité de filtration est bien meilleure que de pouvoir superposer les masques là, qui a déjà étudié et qui a la liste des données quand on a utilisé dans telles conditions, à telle température, un masque doublé, qui a déjà eu les résultats de cela sur un papier et les a publiés. Nous utilisons des évidences scientifiques. Et ceci, c'est très important. C'est sur base des évidences que nous recommandons telle ou telle autre chose. Quelles sont les évidences par rapport au doublement donc de ces masques-là? Nous ne les avons pas. Les gens se font un confort et un soulagement psychologique qui n'a aucune évidence scientifique. Je peux m'arrêter par là. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait aussi enrichir cette question. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie. Il y a une autre question dans les chat box, on va y revenir, mais en attendant, je voulais un peu faire une petite intervention par rapport à la question de docteur Horace, je crois, si j'ai bonne mémoire, qui demandait pourquoi est-ce que les équipements de protection ne sont pas utilisés par les personnels soignants. Eh bien, sur base de ma petite expérience, je voulais ici partager le fait que la PCI comme science, puisque nous l'avons vu dans les présentations précédentes, que la PCI est une science, est vraiment mise à l'écart. Elle est orpheline dans les interventions au niveau de nos structures de santé ainsi que dans la communauté. Et pourtant, l'OMS recommande à ce que la PCI soit intégrée dans l'offre de services de santé au niveau de formation sanitaire. Mais ce que nous voyons, par exemple, par expérience, c'est que lorsqu'on fait les, euh, les évaluations PCI dans les structures de santé sur base de l'outil scorecard de l'OMS, on se retrouve que il y a pas, ce n'est pas dans presque toutes les structures, ce n'est pas tous les professionnels de santé qui ont été formés en la matière. Et pourtant, si ils étaient formés, ils sauraient quand même comment se comporter quant à ce qui concerne la thématique précise qui a trait avec les équipements de protection individuelle. Évidemment, cela demande de ressources. Quand je dis ressources, je vois les ressources humaines, mais aussi les ressources financières. La question des ressources humaines a été répondue déjà en partie, mais quant aux ressources financières, il y a de sérieux problèmes puisqu'elles sont insuffisantes. On alloue peu de ressources pour les activités de prévention et contrôle des infections. Pendant que si on allouait ces ressources-là, ça permettrait à ce que les formations soient faites pour tous les agents de santé qui sont assignés dans les formations sanitaires, de manière à les remettre à niveau à chaque fois avec deux formations, telles que nous sommes en train de le faire ici en ligne. Vous voyez, la plupart des gens n'adhèrent pas. Ils ne se joignent pas quand ils voient la PCI, ils ne comprennent pas ce que c'est. Donc, moi, je crois qu'à travers une information suffisante, une éducation et une communication bien orientée pour le personnel de santé, il n'y a pas que les équipements de protection individuelle qui peuvent être bien utilisés pour assurer une prévention et un contrôle des infections, mais bien d'autres thématiques comme la gestion des déchets et j'en passe pourraient être mises en œuvre et permettraient à ce que nous, comme personnel de santé, puissions donner un exemple à la communication, à la communauté qui fréquente nos structures de santé. Voilà, donc je disais qu'il y avait une question dans les chat box, c'est la question de Dr Constant Ghislain Ndoumé qui dit bonjour, merci pour cette présentation. Ma préoccupation est en rapport avec le choix des équipements par les pharmaciens qui se fait sans contacter les services de PCI. Que proposez-vous? Docteur Valérie, je ne sais pas si vous avez compris la question et Oui. vous avez une réponse par rapport à cela à nous proposer. Oui, oui. Et je rappelle que la PCI, c'est un travail, disons d'abord que c'est un domaine tout à fait transversal et qui concerne plusieurs services et concerne plusieurs domaines. Et ici, le comité PCI devrait travailler ensemble. Quand on fait les réquisitions et tout ça, les réquisitions devraient tenir compte des recommandations, soit
si on a seulement un point focal PCI, mais également du comité PCI qui est là. Donc, le pharmacien faisant partie du comité PCI, on ne voit pas comment il va faire cette commande-là seul. Donc, là où il n'y a pas un comité PCI, il faudra qu'il y ait un comité PCI qui puisse travailler parce que l'ordonnancement des dépenses se fait à un autre niveau, mais les réquisitions sont faites à un autre niveau. C'est validé en fonction de la demande qui a été faite, mais la demande doit tenir compte, un, de la consommation que nous avons là-bas, de besoins que nous avons au niveau de la structure, mais également des spécifications qui doivent être faites en collaboration. Donc, c'est un domaine de collaboration. Donc, on invite tout simplement les uns les autres qui ne travaillent pas en collaboration, qu'ils puissent se mettre au diapason de ce que la PCI, elle est multidisciplinaire. Voilà ce que je peux donner comme réponse par rapport à cela. Et les pharmaciens le savent. S'ils n'ont pas été formés, Oui, il faut former les gens. oui, merci, docteur Valérie, pour la réponse à cette question. Je pense que notre collègue Constant Justin Doumé est satisfait de la réponse. Veuillez vous manifester, s'il vous plaît. Docteur Constant Ghislain Doumé, si vous êtes avec nous, veuillez nous manifester si vous avez été satisfait avec la réponse qui vous a été accordée. OK, peut-être un souci de connexion. Oui, il y a quelques commentaires du docteur Igues Bachigé qui dit, disons que les épis dépendent du métier et fonctions exercées. Les chirurgiens changent l'épi à chaque intervention. Par contre, pour les agents BTP, c'est quand cela s'use. Et il continue en disant aussi que l'épi se porte de la tête aux pieds. Merci beaucoup pour ces interventions. Merci beaucoup pour ces commentaires. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne vois pas de main levée euh, dans l'audience. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Rapidement, là, docteur, on dit quelle est la meilleure stratégie de priorisation des équipements de protection individuelle dans les pays ou dans les milieux à ressources limitées? Par exemple, on dit Oui, oui. on a une flambée dans une zone. Je crois que c'est une question très complexe, hein, parce qu'on dit quelle est la meilleure stratégie. Non, les choses se font au cas par cas. La réalité des faits, c'est que quand vous faites un travail multidisciplinaire, vous rassemblez plus de têtes, plus de cerveaux et vous avez la chance de pouvoir avoir des solutions qui sont trouvées aussi de façon multisectorielle. Mais vous donner une meilleure solution, c'est au cas par cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers collègues et vous-même. Docteur Gelor, je crois que vous pouvez nous aider à répondre à cette question. Il n'est pas facile de trouver un équilibre. Justement, ce n'est pas vraiment facile de répondre à cette question parce que euh, des équipements de protection de base quand même qu'on peut euh, utiliser dans les ressources limitées dépendent aussi de la nature, en fait, de l'attaque ou de la nature de la menace ou du risque auquel on fait face. Donc, c'est un peu difficile de répondre à la question, mais la plupart, au fait, de ces menaces ou des risques auxquels on fait face répondent bien à des mesures plutôt plus simples. Si on ne peut pas, si on ne va pas aborder d'abord les épis, nous avons à côté l'hygiène de main qui doit être de mise d'ailleurs. Et l'hygiène des mains va de pair avec l'utilisation des épis. Et les équipements de protection individuelle de base dont on a souvent besoin, c'est bon, c'est un peu confus. C'est un peu confus comme question aussi parce que ça dépend aussi des modes de transmission des maladies. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vois une main de Marcel de Pêche Losambo. Si c'est une intervention par rapport à cette question ici, en tout cas, vous avez la parole aussi. On a besoin de la réflexion de tout un chacun pour essayer un peu d'avoir beaucoup plus d'arguments et essayer de répondre à la question qui a été posée par d'autres collègues, docteur Moukendika Beya Placide. Docteur Marcel de Pêche, à vous la parole. Merci, docteur Valérie. Merci pour la présentation. Je voulais juste appuyer ce que les prédécesseurs venaient de dire. Ça signifie que les ports ou la nécessité de recruter ou bien de passer la commande dépend de la présence des risques en présence de vous. Excusez-moi la tautologie. Ça signifie que et les ports et les différentes commandes qui doivent être
passer passe par la nécessité de répondre à un problème de santé en présence. Ça signifie que nous devons être méthodiques. On ne peut pas tout réquisitionner, on ne peut pas aussi tout porter lorsque nous ne savons pas évaluer les risques à présence ou les problèmes de santé qui sont dans l'environnement et qui sont régulièrement reconnus ou la population ou soit même les prestataires est en face de ces dangers-là ou de ces problèmes de santé. Ça signifie que nous devons passer la commande et nous devons aussi porter les épis en rapport avec l'évaluation qui est à présence de nous, ce que nous voulons faire et ce que nous voulons peut-être résoudre pour que et nous-mêmes et la personne ou l'environnement dans lequel nous voulons œuvrer nous protège et protéger aussi l'environnement pour éviter par moment la dissémination même des problèmes par rapport à nous-mêmes qui allons porter solution à ces problèmes-là. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme complément par rapport à ce que par rapport à ce que avaient dit les autres. Merci. Merci beaucoup, docteur Marcel, pour votre intervention. Je ne sais pas s'il y a toujours une autre main ou bien une question qui est restée en suspens. Je pense que par rapport aux mains, à moins que docteur Marcel ait encore une autre question parce que sa main est restée coincée. Mais sinon, même dans les chat box, nous avons parcouru toutes les questions qui ont été posées. Je sais, s'il n'y en a pas d'autres, en tout cas, j'aimerais, avant peut-être de remettre la parole à quelqu'un ici, Monsieur Mathias Bouchiri, pour parler au nom de SCPCI. Je tiens à remercier. Non, non, je vois, il y a une main qui est levée. Monsieur Jean-Baptiste Kanda, vous avez la parole. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je félicite le docteur Valérie pour la présentation. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées, mais c'est que je voulais peut-être... il y avait une question qui était liée à la formation dans les FOSA, tout ça. Mais je sais qu'il y a eu docteur Valérie est parmi les formateurs à l'école de santé. Moi, je suis été formé par lui, PCI. Mais il nous revient à tous ceux qui ont bénéficié des différentes formations de les répercuter au niveau des bases. Et on parle beaucoup plus de la PCI quand il y a épidémie. Par exemple, actuellement, il y a Ebola qui fait rage au Kasaï, dans la zone de santé de Boulapé. Ça fait rage. Quand vous voyez des images, vous comprenez que les niveaux de la PCI de notre pays est encore trop bas. Et on est un peu dans la léthargie. Ça nécessite que des webinaires comme ça, on associe par exemple les différents décideurs, les administratifs, afin qu'ils comprennent au moins aussi les dangers. Et tout ça, je pense que tous les experts qui nous sont dans le groupe, ceux qui suivent les webinaires, puissent un peu les répéter au niveau des décideurs afin de trouver des solutions localement. Parce qu'on s'est rêvé souvent, quand il y a épidémie, ça fait rage à Beni, à Butembo, tout ça. Mais après ça, on rentre dans les vieilles habitudes. Voilà un peu ce que je voulais. Je salue Marcel qui me suit et qui est là. Je salue tout le monde. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, docteur Jean-Pierre, pour cet ajout. J'ai vu une main levée. En attendant qu'on puisse donner la parole, je tiens à signaler qu'il existe un lien dans les chat box où les uns et les autres peuvent euh, partager leurs commentaires. Donc, cliquez juste sur les liens. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les partager avec tout le monde. Bon, la main levée est celle de docteur John Kalombo. À vous la parole. Merci beaucoup. Je dis merci au docteur Valérie pour sa brillante présentation. Moi, c'est John. Donc, je ne suis pas médecin, mais je suis l'assistant technique. Alors là, je voulais juste avoir une petite précision, peut-être deux exemples sur la substitution quand il a parlé de la pyramide. Et pour les autres aspects, l'élimination, ça j'ai compris, les outils, j'ai compris, mais la substitution, je voulais un peu avoir quelques éclaircissements en me donnant une petite d'exemples. Merci.
Oui, docteur Valérie, une réaction par rapport à la question qui vient de donner par euh, C'est une question très intéressante et j'apprécie beaucoup le fait de cette intervention pour regarder comment est-ce que nous pouvons substituer. Et ceci est une chose très, très importante dans ce que nous faisons. Alors, nous disons que quand nous avons un danger, pardon, un risque, on peut, par exemple, réduire en se disant, OK, nous allons prendre quelque chose de moins risqué. Donc, la substitution, donc, elle va pouvoir consister, par exemple, à pouvoir, comme on dit, par exemple, lorsque je me retrouve devant un danger, sachant très bien que ici, l'accès que nous avons, une porte étroite, pour pouvoir sortir en cas de déplacement, une porte étroite se trouve en ce moment-ci une histoire qui peut bien entraîner des risques. Je veux pouvoir la remplacer par une porte plus large. Mais je sais aussi que une peinture, par exemple, que nous utilisons, qui est à base de solvants, les différents solvants peuvent être des solvants qui sont dangereux à des niveaux différents. Par exemple, avec tétrachlorure de carbone, on pourra se dire, par exemple, qu'on peut remplacer ça par un trichloroéthane. On sait très bien que le benzène cause le cancer. Qu'est-ce que je peux remplacer? Si c'est un produit qui est à base de benzène, je pourrais remplacer ça, par exemple, par la cétone, C-E-T-O-N-E. Par exemple, nous savons les différents types de pesticides que nous utilisons. Nous savons que ce pesticide ici peut être plus dangereux que l'autre. Nous le supprimons, nous le substituons par un autre pesticide qui expose à moins de risques. Nous avons procédé à une substitution. Nous savons par exemple que les différents solvants organiques que nous utilisons peuvent être des solvants organiques qui peuvent être dangereux. Et nous pouvons remplacer par exemple par des mélanges qui à base de savon. On sait que c'est un solvant, on va pouvoir par exemple utiliser des mélanges qui sont savonneux. C'est des choses qui peuvent être utilisées. Et ça, c'est très important. Vous savez très bien que pour les véhicules actuellement, l'essence qui était utilisée avec du plomb a été supprimée des pompes pour pouvoir remplacer par l'essence qui ne contient pas du plomb, ou on en a même diminué le pourcentage. Voilà ce que j'aimerais dire. Merci. Voilà, docteur. Je ne sais pas si j'ai été audiblement entendu. En J'aimerais tout aussi cas, vous merci quitter pour une beaucoup. urgence à Merci beaucoup. résoudre. OK. Merci pour la réponse. Docteur, vous avez la parole? Docteur, je crois, est en train de se parler. Son téléphone, son, son, son micro est ouvert. Ou il a disparu. Il a un problème de connexion. OK, on va remettre peut-être la parole à Tezangui pour clôturer la session. Et moi, je vous dis merci pour ma part. Et à la prochaine, je vais remettre peut-être à Tezangui ou à Marabou pour pouvoir conclure. Merci. Désolé, docteur Valérie, j'avais perdu la connexion à un certain moment. Vous avez fini de répondre à la dernière préoccupation qui avait été posée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous Est-ce que attend. vous- Oui, je demandais si docteur Valérie avait déjà fini de répondre à une. Malheureusement, j'avais perdu la connexion à un moment et pourtant il y avait une autre question très intéressante dans les chat box qui, voilà, je retrouve la question. Peut-être on peut y revenir en attendant qu'on passe
à la phase de la clôture de notre session de ce jour. Il y a Madame Dr Nénette, je crois, Evelyne Kiata Kondona, qui dit bonjour et merci pour votre brillante présentation. Parlant des EPI, est-il obligatoire aux soignants, les infirmiers et infirmières spécialement, de porter les gants à chaque acte posé, sachant que dans nos hôpitaux, ces EPI sont souvent en rupture de stock et à charge de patients. Docteur Valérie, une réponse par rapport à cette question qui a été posée par notre collègue Nénette Evelyne Kiatoko Ndona. Merci beaucoup pour la question. Je dis tout de suite que nous avons déjà fait une présentation autour de ça. Il y a des indications pour l'utilisation des gants. Et même pour tous les malades qui viennent, si vous devez les toucher aux gants, déjà psychologiquement parlant, vous mettez les malades mal à l'aise. Il faudra, pour chaque EPI, les gants, on les porte pourquoi? On évalue le risque et en ce moment-là, on utilise les gants quand c'est indiqué. Mais notamment même pour, quand nous disons pour les injections, vous voyez, tout le monde met des gants pour n'importe quel type d'injection. Ce n'est pas pour n'importe quel type d'injection qu'il faut mettre des gants. Donc, vous ne pouvez pas vous approcher d'un patient pour valoriser un patient déontologiquement parlant. On ne le touche pas avec les gants, sauf quand nous avons un risque évalué et qui indique à ce que nous puissions porter les gants. Nous allons partager la pyramide de l'OMS pour l'utilisation des gants et je crois même la présentation autour de ça pourra être postée dans le groupe de façon à ce que celle qui a été faite antérieurement puisse être réutilisée ou être utilisée ici. On peut la repartager dans l'équipe PC, dans la communauté de pratique pour que les gens puissent la voir. Non, c'est une surutilisation des gants, un gaspillage de ressources et cela n'est pas indiqué. Il faut utiliser les gants quand c'est indiqué. Merci. Oui, merci beaucoup, docteur Valérie, pour cette réponse. Je voudrais aborder cette question plutôt dans un aspect qui est socio-économique, parce que cela a été aussi évoqué à la fin. Au fait, c'est selon l'indication qu'on utilise les équipements de protection individuelle en général et les gants en particulier. Au fait, quand on les utilise, on ne doit pas voir les prix, le coût de cela, parce que euh, d'ailleurs, les gants est moins coûteux que ce que coûterait une infection qui serait secondaire à la non-utilisation des gants. Donc, la gestion d'une infection coûte beaucoup, non seulement sur la famille, mais également sur les systèmes de santé, ainsi que sur tout le monde de la société en termes de ressources qui doivent être dépensées en posteriori. Et pourtant, si déjà en amont, on utilisait cet outil important de prévention et contrôle des infections, on éviterait que tout le monde soit plongé dans une situation où on est obligé de mobiliser encore beaucoup plus de ressources. Donc, en bref, s'il y a indication de perte des ports des gants, il faut à tout prix le porter pour les bénéfices de nos patients que nous prenons en charge chaque jour, ainsi que de nos communautés parce que ça implique tout le monde. Et bien entendu, pour le système de santé, ça demande aussi beaucoup de ressources, ça demande aussi que les personnels de santé puissent intervenir pour un événement qui pouvait être évité juste par l'utilisation d'un simple gant qu'on considère comme étant coûteux, mais en réalité, il n'est pas coûteux comparativement aux conséquences que le non-port des gants pourrait engendrer. Je ne sais pas si M. Jean-Baptiste, c'est une suggestion ou bien c'est une question. Si c'est une question, je vous suggérerais d'utiliser le lien, peut-être faire les commentaires là-bas parce qu'on a quand même parcouru on a fait beaucoup de temps durant cette session, pendant que les uns et les autres ont des occupations aussi. Et c'est sur ce temps-là que je dis merci à tout le monde d'avoir participé à cette session webinaire. Merci beaucoup et particulièrement à Dr Valérie Chilombo qui a mis du temps et tout ce qu'il y a comme autre type de ressources pour nous présenter, pour nous faire une présentation plutôt claire et limpide. Et maintenant, à ce niveau, je crois que je vais devoir remettre la parole à M. Mathias Moirabou s'il est ici pour un mot au compte de SCPCI et enfin on va clore la session. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine session. Est-ce que monsieur Moirabou est avec nous?
Peut-être en Non, attendant qu'ils prennent la parole, je tiens aussi à remercier l'équipe qui est en Inde, qui nous a soutenus techniquement pour qu'on puisse nous réunir maintenant. Est-ce que M. Moirabou est dans la salle et nous capte non, très il n'est bien pas, pour un mot il n'est plus connecté. Il a été Ah, déconnecté. d'accord. S'il n'est plus connecté, alors je veux vous donner une autre casquette, Dr Valérie Chilombo, pour un mot de la fin au nom de SCPCI. Merci à vous la parole. Merci à tous et à chacun. Et au nom du professeur Ali Boulaboula et de toute l'équipe PCI, nous vous disons merci. Et la prochaine fois, il y aura un autre sujet qui va parler des équipements de protection individuelle et ceci dans un autre domaine. Et certainement, pour la clôture, nous allons parler certainement des défis par rapport à cet approvisionnement au niveau continental par rapport aux équipements de protection individuelle et dans ce cadre de One Health, avant de pouvoir retourner probablement aux aspects Ebola parce que c'est de nouveau à jour et d'actualité, allais-je dire. Merci pour tout et au revoir et à la prochaine. Merci, Dr. Valérie, et bon week-end. Merci et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les collègues. Merci Merci. beaucoup et bon week-end. Bon week-end. Merci. Merci, chers tous. Merci. À la prochaine.